Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer tes compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louis. Louis est infirmier en service de réanimation. Il est également l'auteur de la chaîne YouTube Un homme en blanc, sur laquelle il partage avec les étudiants infirmiers et les infirmiers plein de tips, plein de vidéos très pratico-pratiques pour améliorer ses compétences techniques. Si j'ai choisi d'inviter Louis aujourd'hui, c'est pour parler de la gestion du stress. Comment faire quand on est dans une situation d'urgence pour être à la fois performant et être quand même malgré tout hyper zen. Parce que clairement, disons-le, Louis m'a épaté par sa zénitude et notamment cette phrase que je retiendrai qui est « l'urgence se déroule dans le calme ». On a encore, je pense, beaucoup à faire, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans les entreprises à ce niveau-là. On parlera aussi de l'effet tunnel, très présent quand on est en situation de stress, c'est-à-dire qu'on va être focalisé sur une seule chose, ce qu'on est en train de faire, et on va un petit peu s'isoler et ne pas voir d'autres informations périphériques. Cet effet est très connu des professionnels de santé, mais il peut aussi nous concerner, que l'on soit manager, entrepreneur ou dirigeant d'entreprise. Il y a notamment un outil dont Louis m'a parlé, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le débriefing. C'est un procédé qui n'est pas toujours formalisé, mais que je trouve particulièrement pertinent, quelle que soit la structure dans laquelle vous travaillez, parce que en fait l'idée c'est toujours d'optimiser la prise en charge, donc d'optimiser les process, la manière de faire, de retenir et de valider ce qui marche bien, mais aussi évidemment de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et de voir comment on pourrait améliorer les choses. Et d'ailleurs, en parlant de points d'amélioration, il est possible que le son ne soit pas totalement optimal, donc je m'en excuse par avance et je vous remercie encore de votre tolérance. Je suis, comme vous le savez, débutante là-dedans, mais ce n'est pas une excuse, on le rappelle, donc cela va s'améliorer petit à petit. Et maintenant, je vous laisse écouter ma conversation avec Louis. Bonjour Louis. Hello. Alors aujourd'hui, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a, moi, des thématiques qui m'intéressent particulièrement au niveau, on va dire, du fait de travailler en réanimation. J'ai cette idée, tu vas me dire si je suis à côté de la plaque ou pas, que ça nécessite énormément de coopération au niveau des différents acteurs, donc infirmiers, aides-soignants, médecins. Il y a peut-être d'autres corps de métier que je ne connais pas. Ah oui, alors là, tout de suite, vous travaillez de coordination, je suis complètement d'accord. Je vais rajouter tout de suite les kinés, qui sont, dans toutes les réas, sont primordiaux, les orthophonistes, dans une moindre mesure, mais ils sont quand même là, les psychomotes et les ergothérapeutes surtout, et bien évidemment, les psychologues et les psychiatres qui interviennent non seulement auprès des patients, mais aussi auprès des familles. Et en fait, on ne peut pas travailler chacun dans son coin. On a besoin de chaque spécialité. Et l'avantage, ce que j'aime bien dans le métier infirmier, c'est que c'est un petit peu une position centrale où en fait, on récupère les infos de tout un chacun et on les redistribue vers les différents acteurs. Donc en fait, on est obligé de s'intéresser un peu à ce que font les autres, de comprendre un peu ce qu'ils font, de reconnaître nos limites dans le métier et de dire, attends, moi je sais faire à peu près ça, et si je développe, si je demande au kiné, si je demande au psy, si je demande à machin, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir optimiser justement la prise en charge. Ça, c'est hyper intéressant. Et c'est clairement ce que tu disais, c'est clairement le fait de travailler ensemble. Le fait de... certes, il y a le médecin qui va, lui, chapeauter, qui va décider, en gros, du plan de soins, de la direction qu'on va prendre pour soigner une personne. Mais derrière, chacun a son mot à dire quant à la prise en charge. Et ce qui est intéressant, c'est justement quand il s'est passé quelque chose, quand il y a eu une situation d'urgence, c'est le débriefing avec l'équipe. Très rapide, c'est généralement informel, mais on fait le point, on fait le point en chambre ou juste devant la chambre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait ça, ça, ça. OK, qu'est-ce que vous en pensez? Tac, tac, tac. Chacun une phrase, deux phrases, et puis basta. Sauf s'il y a besoin de développer. Pareil, dans les situations un peu moins drôles, dans les situations où il y a une limitation des soins, où il y a l'accompagnement d'un décès pour une personne, on sait que malheureusement, ou même on n'a pas le temps d'accompagner, c'est un décès brutal, on est dans une situation où malheureusement on fait ce qu'on peut, mais
voilà, à un moment, Oui. pour la personne, c'est son heure. Mhm. Pareil, il y a un débrief. Pareil, il y a, bon, voilà, on a fait ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous pensez de la prise en charge? Chacun, mais chacun, c'est le médecin dit ce qu'il a à dire, l'infirmier, le kiné, les soins. Chacun dit ce C'est qu'il a à dire. intéressant. Ça, c'est un outil que je trouve extrêmement intéressant, tu vois, qu'on pourrait appliquer à d'autres structures qui ne soient pas des structures médicales, le débriefing. Donc, vous, c'est fait de manière informelle, mais pour autant, j'ai l'impression que c'est ritualisé. Il n'y a peut-être pas écrit il faut faire un débriefing après le décès d'un patient ou après un épisode difficile, mais j'ai l'impression que c'est inscrit un petit peu dans la culture médicale. Il y Est-ce que a, c'est le cas ou... alors, c'est de plus en plus inscrit dans la culture médicale et notamment dans le soin d'urgence. Pas que l'arrêt, hein, tous les soins d'urgence, en préhospitalier énormément, et les soins de catastrophe, etc. Alors, donc, c'est globalement, c'est quelque chose qui permet de progresser puisque ça permet de comprendre ce qui s'est passé et de casser un petit peu l'effet tunnel. Le problème de l'effet tunnel, c'est quoi? C'est que quand je suis dans une situation d'urgence, quand j'ai quelque chose à faire, je ne vois que ça, je ne fais que ça. Et j'oublie un petit peu les infos qu'il peut y avoir à Ouais. côté, j'oublie mes collègues. Et ben, en tapant régulièrement du débrief, on va justement s'ouvrir un petit peu à ce qui se passe à côté. Ça vient avec l'expérience, ça vient aussi avec le fait d'être de plus en plus à l'aise dans sa pratique. Mais le débrief permet de revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait comme ça? Est-ce que c'était le moment de le faire? Est-ce que je pouvais optimiser mon truc? Est-ce que je pouvais l'optimiser par rapport aux autres? Est-ce qu'on n'était pas trois à faire la même chose? Est-ce qu'on n'était pas en train de se marcher sur les pieds? Et le débrief, c'est une méthode pédagogique hyper efficace parce que justement, on n'est pas là passivement à attendre, il faut faire ça, ça, ça. Ah, il faut faire ça, ça, ça. Non, non, tu as cette partie-là forcément théorique au début. Puis après, en pratique, OK, comment tu as fait? Est-ce que tu as fait au mieux? Est-ce que c'était vraiment une pratique optimisée? Et voilà ce qu'on aurait pu faire de mieux. Des fois, on fait ce qu'il y a de mieux, en tout cas, ce qu'on pense être de mieux. Et puis, des fois, on se dit, peut-être qu'il y avait ça optimisé, ça optimisé. Ça, c'est très intéressant. Et moi, quand je t'écoute, je me dis, tiens, c'est dommage, on pourrait peut-être l'utiliser de manière plus, alors pas standardisée, mais plus régulière, même dans des situations qui ne sont pas liées à de l'urgence. Parce qu'en fait, dans ce que je comprends, c'est une façon d'être dans l'amélioration continue ou l'apprentissage continu. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, de moins bien? Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait que chaque acteur arrive à parler de manière libre, si c'est le cas en tout cas, et qu'est-ce qui pourrait faire taire l'infirmier, enfin, tu vois ce que je veux dire, pas faire taire, mais Faire taire l'infirmier de réa, c'est compliqué. l'empêcher de s'exprimer plutôt dans ce sens-là, ouais, je me suis mal Après, exprimée. c'est pas, le monde n'est pas tout beau, tout rose, hein. Il y a certains médecins qui le font pas parce que ça les D'accord. saoule, clairement. C'est oui, dépendant du médecin, Ouais, c'est, un peu. quoi qu'on en dise, c'est toujours le médecin qui va garder de toute façon le lead Oui. sur le groupe, d'accord? Euh, Après, il peut y avoir des petits débriefs entre nous, c'est-à-dire entre deux infirmiers, entre un infirmier et son binôme aide-soignant. Mais voilà, il y a toujours ce côté-là, de toute façon, où ça ne sera pas fait systématiquement. Maintenant, qu'est-ce qui peut... J'ai oublié la question. Qu'est-ce qui pourrait empêcher? Alors, moi, mon hypothèse en tant que psy, c'est que si tout le monde arrive à parler au moment du débrief, C'est ça. c'est qu'il y a une espèce de climat de sécurité ou de confiance. Alors, c'est ça, c'est que comme il y a ce temps qui est dédié et qu'on vient de toute façon poser la question à chacun, c'est le moment, en fait. Si tu as quelque chose à dire, il faut le dire. Après, au début, ça peut être compliqué, notamment pour les nouveaux arrivants et les personnes qui débarquent en réa, forcément. C'est comme quand tu arrives dans n'importe quel groupe, c'est compliqué de t'exprimer au tout début. Et en fait, au fur et à mesure, plus on te donne la parole, accompagné au fait qu'en général, les personnes qui viennent en réa, c'est quand même des personnes qui ont besoin de ça, qui sont habituées un peu plus à s'affirmer, qui ont un caractère qui est un petit peu plus, pas bien trempé, mais ouais, voilà, qui n'ont pas peur de s'exprimer. Ben, en fait, tu l'apprends tout simplement la parole. Tu n'as rien à dire, pour moi, c'était OK. C'est tout. Après, si tu as quelque chose de plus à dire, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et puis, il y a la façon aussi dont tu vas t'exprimer. Il y a la façon dont tu vas, notamment quand tu parles du travail de quelqu'un d'autre. Écoute, moi, je pense que là, c'était pas carré. Toi, ton travail, tu es l'infirmier de la chambre, c'est-à-dire que c'était ton patient. Ta position, elle est à cet endroit-là. Toi, tu dois faire ça, ça, ça. Le reste, c'est pas à toi de le faire. Voilà. C'est pas dit de manière méchante, c'est pas dit de manière agressive, mais par contre, c'est dit clairement. C'est pas, je pense que peut-être on aurait pu optimiser. On a du taf. Ton taf, toi, en tant qu'infirmier leader de chambre, c'est de faire ça, 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 ça. Et si tu as besoin d'autre chose, tu l'annonces et les autres viendront te filer un coup de main et faire. Intéressant, ça c'est vraiment, j'entends du coup, on va droit au but, sans fioriture, sans, voilà. Et qu'est-ce
que les gens ne se vexent pas? Les gens se vexent. Qu'est-ce qui fait? Oui. Non, mais clairement, les gens peuvent se vexer, mais parce qu'ils sont vexés et parce qu'ils détestent ça, la fois d'après, ça marche, ils le font plus. La fois d'après, ils auront taffé, la fois d'après, ils auront révisé, la fois d'après, ils feront plus attention et ça sera mieux. Moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, si tu veux, en management, il y a une technique, moi, contre laquelle je suis complètement contre, voilà, ce qui s'appelle la méthode sandwich. Donc, je ne sais pas si tu connais, c'est tu fais un compliment, ensuite tu balances ton commentaire négatif, ta vraie critique, et ensuite tu finis par un compliment, d'où le côté sandwich. Donc ça marche pas du tout parce que le message n'est pas clair, c'est complètement englué dans du globi-boulga de pseudo-bienveillance. Et là, j'aime bien cette idée de, OK, on va droit au but. Après, ça n'empêche pas de mettre les formes, de dire, ben voilà, c'est important de faire ça parce que ça, sans émettre de jugement de valeur. Et est-ce qu'il y a, par exemple, des règles qui sont dites avant que chacun prenne la parole du type, ben voilà, alors j'imagine que c'est un peu le médecin qui les porte, tu vois, chacun va s'exprimer. L'idée, c'est pas de se juger, c'est de voir comment on peut s'améliorer pour la prochaine fois. Ou optimiser, comme tu disais. Dans les débriefs informels, non. Dans les débriefs informels, c'est vraiment, en gros, on est regroupé à un endroit devant la chambre, même dans la chambre des fois, et t'as le médecin qui dit, bon, il s'est passé ça. Vous en pensez quoi? Comment vous l'avez vécu? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Et c'est comme ça. Dans les débriefs formalisés, là, par contre, c'est effectivement tour de table, chacun doit s'exprimer sur la situation, chacun doit dire quelque chose. Même si c'est juste, pour moi, c'est carré. Voilà, chacun a son tour de parole et peut rebondir sur ce que va dire une autre personne une fois qu'elle aura terminé. Oui, on ne se coupe pas la parole, etc. Voilà. Donc, il y a quand même des petites règles. Et c'est quoi la différence? Je vais poser plein de questions naïves entre le débrief formel et informel dans ton travail à toi. Le débrief formel, il est théorisé et pas appliqué. Le débrief informel, c'est ce qui vient quand même le plus souvent. C'est effectivement la discussion. Voilà, c'est plus une discussion entre collègues et chacun retire un petit peu ce qu'il a envie d'en retirer. Le débrief formel, ça ne se fait pas n'importe comment. Effectivement, il faut qu'il y ait une personne qui dirige le débrief, qui est formée à diriger un débrief. Et malheureusement, il n'y en a pas énormément des personnes comme ça. Et puis, ça demande du temps, ça demande un endroit calme dédié. Mais ça veut dire qu'il faut que toute l'équipe se mette dans une pièce à part pour pouvoir faire ce débrief, prendre le temps de le faire, etc. Parce que clairement, on n'a pas le temps de faire. Ça me fait penser beaucoup à ce qu'on appelle en psychologie, nous, des groupes d'analyse des pratiques, quelque chose un petit peu de cet ordre-là, qui permet en fait de prendre de la distance, mais plus de manière générale. Ce n'est pas forcément sur une situation précise, même si ça peut être abordé, de prendre un peu de distance avec notre pratique de tous les jours en tant que soignant ou autre, pour voir un peu aussi les ressentis, ce qu'on peut améliorer, etc. Ça ressemble un peu à ça? L'analyse, ouais, c'est un petit peu ça. Et de toute façon, l'analyse pratique, je pense que dans tous les métiers de pratique, de toute façon, pendant les études, à chaque stage, on nous demande justement de faire plusieurs analyses de pratique sur nous-mêmes, sur ce qu'on voit au niveau des autres professionnels, de décomposer, de faire des recherches en lien justement avec ces pratiques. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'apprendre à se remettre en question, d'apprendre à voilà ce que j'ai vu, voilà les recommandations ou comment il faut faire, voilà le delta, et on analyse le delta. Pourquoi est-ce qu'il y a un delta? Est-ce qu'il est tolérable ou non? Et comment, encore une fois, comment optimiser le truc? S'il est tolérable, ok, mais alors pourquoi il y a un delta du coup? Et s'il n'y en a pas, et si ce n'est pas tolérable, ok, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a faute du coup? Et quels sont les éléments qui ont fait qu'il y a une faute? Et quelles sont les conséquences derrière? Et on dirait que c'est très, quand je t'écoute, alors je ne sais pas si c'est vraiment le cas, il y a, je pense au débrief informel, là, un côté très technique. On est focus sur le soin ou ce qui a été fait de manière technique, je ne sais pas comment dire. Est-ce qu'il y aurait d'autres bénéfices que le fait d'apprendre au niveau de la pratique? D'autres bénéfices que le côté technique, pratique? Comme ça, d'autres bénéfices, je pourrais rajouter effectivement le fait de mieux vivre le soin pour les soignants, tout simplement parce qu'à partir du moment où tu as vécu plusieurs situations, tu as eu des débriefs au fur et à mesure, donc tu as appris, tu as grandi, donc tu es peut-être plus à l'aise sur les situations, même une situation d'urgence, tu vas mieux vivre au quotidien, c'est-à-dire que tu vas être
Tu seras stressé en situation d'urgence, mais ce ne sera pas du stress dépassé, ce ne sera pas de la peur, ce sera pas... Tu vas rester maître de tes pensées, tu vas justement éviter d'avoir un effet tunnel trop important, parce que de toute façon, tout le monde l'a. Tu vas éviter de refaire des erreurs que tu as potentiellement fait avant. Tu resteras, pour mettre tes pensées bien sûr, et mettre ton corps aussi. C'est un truc tout simple, hein. Mais si tu as la petite tremblote comme ça, quand tu dois perfuser un patient qui n'a pas de tension, c'est compliqué. Et plus tu rates, plus c'est compliqué. La pression qui s'accumule au fur et à mesure, quoi. C'est ça, donc au fur et à mesure, si, au fur et à mesure, il y a quand même ça. Et le fait aussi vis-à-vis des familles, quand il y a une situation d'urgence vis-à-vis des familles, et même vis-à-vis des collègues, quand tout se passe vite et dans le calme, parce qu'un soin d'urgence qui se passe bien, enfin qui se passe bien, qui se passe normalement, c'est relativement calme, relativement silencieux. C'est pas comme dans les séries où ça crie dans tous les sens. Quand ça crie dans tous les sens, là, pas bon. Là, ça va. Donc, un soin d'urgence se passe de manière calme, c'est ça, hein? Ouais, ça crie pas, ça parle pas dans tous les sens. C'est pour ça que quand on parle une fois de manière claire. Donc des fois, on a l'impression que ça parle de... C'est pas qu'on a l'impression, ça parle sec. C'est pas s'il te plaît, si machin, bisous, bisous. Non, ça parle carré. Mais encore une fois, c'est pas de l'agressivité, c'est juste qu'à un moment, pas le temps. Et tout ça, je pense que ça donne effectivement, ça rassure un peu, ça donne un peu plus confiance. Quand les familles voient qu'on tape, clac, 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 c'est carré. Quelle que soit l'issue derrière, si ça fait pro, si on sent que derrière ça a été fait correctement, je pense que pour les familles, c'est plus facile à inscrire dans leur histoire que tout a été fait. Par rapport, et pareil pour les collègues, de se dire, là, eux, ils sont carrés, ils bossent bien, je peux compter sur eux si jamais, moi, à un moment, ça va en banane. Alors que si je vois arriver, moi, je suis en galère, j'ai besoin d'aide, et que je vois arriver une personne qui est comme ça, qui ne sait pas où se mettre. Oui, sachant qu'on marche beaucoup par mimétisme, enfin, les émotions sont contagieuses, notamment le stress en particulier, donc carrément. C'est pas du tout rassurant. Et alors, c'est rigolo parce que je fais beaucoup de liens, tu vois, voilà, dans ma petite tête avec d'autres métiers, comme par exemple, tu vois, pilote de ligne, où on est vraiment sur des process. J'ai le sentiment que infirmier en réanimation, en tout cas travailler en réanimation, fait partie, dans le secteur médical, des soins les plus, comment dire, on est sur de l'urgence et de la technique, donc vraiment des process très carrés, avec une communication qui, là en tout cas, de ce que j'entends, est beaucoup plus travaillée, directe, claire, limpide ou fluide. Il y a un enjeu comme ça de communication qui doit être absolument limpide, sinon il peut y avoir des histoires. Il y aura toujours des couacs, de toute façon, il y aura toujours après des affinités de travail aussi. Hein, il y a toujours la question aussi de l'expérience, et puis si on s'entend bien. C'est pas une question de s'entendre avec les collègues, c'est que quand on a de l'affinité, quand on est habitué à travailler avec un certain binôme, on sait que on n'a pas tout à lui demander. Et on sait qu'en même temps, parce que quand même, il faut vérifier que ce soit fait, on sait que la personne va rendre compte au fur et à mesure. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu n'as pas à leur demander, ça va être fait. Ou toi, on n'a pas à te demander. Même chose, si tu es là pour aider. Il y a 3 trucs à faire en même temps. Numéro 1 dit je fais ça, numéro 2 dit je fais ça, numéro 3 je fais ça. Et à la fin, ça c'est fait. Ou tel résultat, ça c'est fait. Okay. Parce qu'au final, sur une réa, le médecin, il fait que 2 choses. Il regarde. S'il y a besoin, il est à l'intubation, c'est tout. Le reste du temps, il ne fait pas grand-chose. Il regarde, il donne les consignes. Il check à la fin ou pas du tout? Non, en théorie, c'est... Il check à la fin, c'est-à-dire? Est-ce qu'il vérifie? Il n'y a pas de vérification à faire? Ou il contrôle, je ne sais pas moi, les constantes des patients? Enfin, je dis les constantes. Mais les constantes, tout va être affiché. L'avantage en réa, c'est que tout est affiché. Donc, il n'a pas besoin. Il va avoir quelques interventions. Vraiment, c'est surtout sur la ventilation, puisque tout le reste, au final, c'est les infirmiers qui vont le faire. Et certains aides-soignants qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience, tout ça. Mais globalement, le médecin doit justement être en arrière pour ne pas avoir la tête dans le guidon, pour prendre du recul, pour pouvoir mieux diriger la prise en soin. S'il est 100% en train de faire un truc, il ne peut pas faire tout le reste. Sauf que lui, on lui demande de suivre des algorithmes, on lui demande de suivre, je suis en telle situation, est-ce que oui, non, est-ce que oui, non, clac, clac, donc c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Ouais.
Donc, pour garder sa clarté d'esprit, on va le dire comme ça, il ne faut pas justement qu'il soit dans le soin. Il est un petit peu, là, j'ai l'impression, tu vois, le chef d'orchestre qui, même si les partitions sont déjà connues par les soignants, mais il est celui qui va les coordonner, donner la grande direction. C'est exactement ça. Après, il reste des gestes qui sont 100% médicaux, hein, il est obligé de le faire, mais globalement, il sera assez en recul pour les situations d'urgence. Après. Ouais. Là, il y a beaucoup à prendre quand même sur le côté l'urgence qui se fait de manière calme. Tu vois, on a vraiment cette impression. Alors bon, là, c'est lié aux séries, mais même dans les entreprises, que dès qu'il y a de la pression et du stress, c'est forcément géré de manière anxiogène. Tu vois, et j'ai le sentiment que en réa, en tout cas, ou peut-être dans ton métier, c'est quelque chose que vous apprenez petit à petit, alors qui se fait peut-être au fur et à mesure de l'expérience, hein, mais à réguler vos émotions grâce au débriefing, grâce à peut-être d'autres choses. Ouais, oui, je ne sais pas si on. Oui, je pense qu'on apprend effectivement. On s'habitue à tout aussi, hein, à un moment, enfin tout, quasiment tout. Même si on a un truc comme ça ici, bah ouais, bah attends, j'ai un truc à faire, on verra après. On verra après. C'est un truc de dingue. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué il y a quelques mois maintenant. C'était une infirmière qui est arrivée depuis quelques mois, qui commençait seulement à vraiment assurer. Enfin, vraiment assurer. C'est une très bonne infirmière, hein, c'est juste, elle est arrivée depuis pas très longtemps. Et elle part en examen avec un patient et tous les problèmes possibles s'accumulent. Mais elle a vraiment pas de chance. En gros, il y a un cathéter, d'un gros vaisseau au niveau du cou qui s'arrache. Donc il saigne, il saigne, il saigne. Sauf qu'en même temps, il faut comprimer, mais en même temps, il faut reposer une voie parce que du coup, les médicaments ne peuvent plus passer. C'est fait dans l'urgence, mais elle arrive quand même à faire ça. Et sur le chemin du retour en urgence, la machine qui sert en gros, à remplacer les poumons s'arrête en plein milieu du couloir de l'hôpital. Et donc, alors ils sont déjà 4 pour transporter la personne, mais là, en fait, il faut qu'il y ait une personne qui reprenne la machine à la main, le moulinet à la main et tout ça. Ils arrivent dans la chambre, ils réinstallent la personne, ils retechniquent dans tous les sens, bref, ils stabilisent la personne, qui s'en est sortie d'ailleurs. Et au bout de 2 heures, elle dit écoute, vas-y, là, il faut que j'aille prendre l'air. Elle va dehors, et là, elle s'effondre. Alors qu'au début, elle était carrée, elle était focus, clac, 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 elle faisait tout ce qu'elle avait à faire, et dehors, elle a explosé. Mais complètement, enfin, c'est complètement normal. Elle a relâché toute la pression d'un coup, elle a géré comme pas possible. Mais ouais, au niveau émotionnel, ça a déjà quelque chose. Et là, au niveau de l'équipe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand il se passe ce genre de choses, on entoure la personne, on la laisse seule, on vient la voir après? Ouais, il y a quand même. L'avantage, c'est qu'il y a quand même une proximité dans les équipes. Encore une fois, il y a toujours certaines affinités, bien évidemment. Mais oui, il y a quand même quelque chose. Tout simplement, un truc. Elle part en urgence, qu'elle sent qu'elle est là, quoi. Hop, les collègues, attends, bouge pas, on va prendre ton patient en charge, on va le surveiller, parce que mine de rien, ça nécessite une surveillance rapprochée pendant ce temps-là. Comme ça, toi, tu peux aller prendre l'air, tu peux souffler sans te dire, faut que je revienne vite, parce que machin. Et puis, oui, après, on en discute, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, ok, tu as géré, et puis, oui, on essaie de faire redescendre un petit peu la pression, parce que c'est il y a quand même. pas anodin, quoi. C'est ça, voilà. Toi, tu as le sentiment qu'il y a quand même globalement une solidarité dans le service ou pas? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré côté relation? Je te la tourne autrement, la question. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Prends-le par le bout qui te convient. C'est une question très difficile. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Ce serait avoir peut-être plus de temps. Mais après, ça, c'est réanimation dépendant parce que moi, j'ai connu 3 réas. Et la première que j'ai fait, il y avait eu justement, et notamment après le Covid, il y avait eu justement la mise en place de soutien psychologique pour le personnel. Possibilité justement d'échanger en privé avec des personnes qui ne sont pas tes collègues, peut-être plus de facilité aussi à dire certaines choses. Et il y a pas mal de monde qui y allait, qui a utilisé ce service, je ne sais pas comment on peut dire, mais qui a profité en tout cas de ces services. En termes de communication dans l'équipe, je pense que c'est pas tellement dans la communication, je pense qu'il y a un truc qui est déjà mis en place, qui est le plus mis en place possible,
et qui aide beaucoup, c'est le fait d'avoir par unité de soins un infirmier, je parle que pour les infirmiers, mais bon, un infirmier débutant, un infirmier expérimenté. Et nous, trois infirmiers par unité et un middle, voilà. Parce que justement, ça rassure énormément le débutant, même l'intermédiaire, hein, ça rassure énormément. Ça permet d'apprendre de ses pairs, de voir un peu comment font les autres, de se reposer un petit peu quand on est débutant, de se dire, là, je prends l'eau, en fait, viens me filer un coup de main. Le côté mentoring, un petit peu, c'est ça? Qui a un petit peu ce côté support, soutien. C'est qui tout double, en fait, parce qu'il y a aussi un truc très négatif, moi je trouve très négatif dans les réas, c'est on te laisse prendre l'eau exprès pour deux choses. Un, que tu apprennes à gérer ton stress et tout ça. Deux, que tu apprennes à te débrouiller quand vraiment tu es, sous l'eau, que tu apprennes déjà pour te rendre compte que tu es finalement capable de faire mieux que ce que tu pensais. Mais à quel prix, quoi? Parce qu'il y en a qui... Ça met une pression énorme aux gens, ça peut être dangereux des fois. Moi, je trouve que ça peut être dangereux pour les patients des fois. C'est souvent les anciennes infirmières, hein, les vieilles, enfin, et après, c'est l'effet inverse, parce que les vieilles infirmières, enfin, vieilles infirmières, ne sont jamais très très bien en vrai, elles ont à la fois un savoir, une connaissance incroyable, et elles aiment bien le partager, elles aiment bien montrer. Une fois que tu as fait tes preuves. Il y a le côté, alors c'est pas du bizutage, mais des échos que j'ai eus pour avoir quand même travaillé quelques années en hôpitaux. On ne pourrait pas dire bizutage, mais il y a vraiment ce sentiment parfois de tu dois faire tes preuves quand tu intègres un service en tant que soignant. Là, je parle infirmier puisque c'était les échos que j'avais, c'était lié au métier d'infirmier. Et je trouve ça un peu dommage quand je me place là, tu vois, du point de vue management, équipe, entreprise même. C'est que du coup, ça veut dire que la personne, elle n'est pas bien intégrée dès le départ. Elle est un peu à l'écart. Tu ne fais pas encore partie du groupe. Donc, c'est pas du tout facilitant, ne serait-ce qu'en termes de cohésion d'équipe. Donc, elle a l'impression d'être seule, elle peut se sentir isolée. Donc, elle est potentiellement plus stressée, potentiellement moins productive, hein, si on raisonne en ces termes-là. Alors, tout ça, ça se met sous la casquette de culture de travail, culture d'entreprise. Et en fait, finalement, je trouve qu'elle est très dépendante du médecin. Du médecin et des soignants plus anciens, la culture d'une unité. J'ai cette impression, en tout cas, tu vois, dans les différents services où je suis allée, il y avait le côté médecin dépendant, mais aussi ancien soignant dépendant. Ouais, mais ça, je pense que c'est pas forcément propre à la réanimation, hein. C'est effectivement pour l'avoir vu en service de médecine, c'est effectivement. Après, je me pose la question de savoir si c'est même pas plus difficile en médecine, parce que l'avantage, problème de la réanimation, c'est qu'à un moment, quand tu as vraiment besoin, quand il y a un danger, un risque, il y a du monde qui vient. Quoi qu'il arrive, même si c'est quelqu'un avec qui tu n'aimes pas travailler, il y a du monde qui vient. Donc, tu n'es pas tout seul. Il y aura quelqu'un pour t'épauler. En médecine, si tu es dans le juste tout seul, il faut te laisser crever. Et tu vois, quand on remet la priorité, qui est quand même le patient au cœur du soin, a priori, j'imagine, pour d'autres structures médicales, c'est complètement incohérent. Et donc, on voit bien que l'humain, là, je reviens un peu sur mes trucs de psycho, mais l'humain n'est pas rationnel, il est émotionnel avant tout. Et donc, sa manière d'interagir avec ses collègues ou de les soutenir, elle n'est pas liée au but qui suivent, à savoir soigner les patients. Parfois, ça peut être lié de manière inconsciente, au fait que cette personne-là, tu l'aimes bien ou tu l'aimes pas, alors tu vas l'aider à finir les toilettes ou à faire tel ou tel soin parce que c'est plus facile à deux. Non, comme tu l'aimes pas, tu vas pas l'aider. Et c'est finalement le patient qui ça enfonce des portes ouvertes. Ouais, et puis le pire, c'est que c'est un effet boule de neige. Du coup, c'est moins t'en fais, moins l'autre il a envie d'en faire. Donc, moins il a envie d'en faire, moins ça fait. C'est-à-dire qu'au final, tu feras un petit effort au début, tu mets ta fierté de côté, ce qu'il faut faire de toute façon quand tu arrives. C'est bon, après tu es intégré, après ça marche, et justement, ça va mieux se passer pour tout le monde. Et ça bénéficie à qui tout ça? Aux patients. Parce que lui, il ne s'en rend pas forcément compte. Alors, le pire, c'est quand il s'en rend compte, mais s'il ne s'en rend pas compte, tant mieux. Il en subit les conséquences. Mais il en subira quand même les conséquences, exactement. Oui, puis je dirais que c'est même mieux pour l'équipe aussi. Mais ça doit être explicité. Ça, c'est un défi que je trouve, je ne sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses, assez lié à, je vais dire aux hôpitaux, mais ça peut être aux cliniques privées aussi, évidemment, qui est ce qui décide de l'ambiance, tu vois, Alors, ce qu'on appelle la culture d'entreprise, c'est vraiment les normes sociales, c'est des choses de l'ordre de l'implicite. Donc, peut-être que ça n'a pas été dit explicitement, on fait des débriefings informels, et c'est le médecin, petit à petit, qui a instauré cette pratique.
je trouve que ça mériterait, comme c'est hyper puissant comme outil. Alors moi, je vois le bénéfice technique, amélioration continue, etc. J'entends aussi le bénéfice émotionnel. On peut poser le truc, je ne me suis pas sentie à l'aise dans ça c'était compliqué, j'aurais eu besoin de tel ou tel soutien, pouvoir le dire. Le côté cohésion d'équipe, on était tous ensemble et chacun est responsable. Et même, je dirais plus, le côté reconnaissance. Du type, tout à l'heure, tu as dit, le médecin nous donne la parole. Donner la parole, c'est hyper important. C'est dire à l'autre qu'il existe, c'est dire ton point de vue m'importe. Tu vois, il y a d'un point de vue symbolique, il y a beaucoup de choses. Et je me dis, mince, c'est dommage que ça ne soit pas formalisé. On se dit, mais qui c'est il y a tellement de pyramides d'étages, je sais pas. Et je me dis, mince, ce serait intéressant qu'il y ait un mec qui dise, bon, alors dans les pratiques, en réa, le débriefing informel est très important à mettre en place. Ne pas critiquer quelqu'un de manière, comment dire, sous le coup de l'émotion, tu vois, et sans arguments solides. Je sais pas. Je rigole un peu parce qu'effectivement, le médecin qui donne la parole, je repense parce que ça arrivait il n'y a pas très longtemps justement sur une situation d'urgence où ça s'était pas bien passé, ça a été fouillé, c'est le bazar et ça justement, parce que le lead médical n'était pas au taquet pour différentes raisons. Et quand on est sorti de la chambre, l'infirmière, la plus ancienne, avant même que le médecin ait dit quoi que ce soit, c'était quoi cette prise en charge là? Qu'est-ce que tu nous as fait là? Alors là, en termes de gradient hiérarchique, et c'est comme ça que ça se passe. Ça a initié le truc. Après, on a discuté, après machin. Encore une fois, c'est dit de manière peut-être brute, crue, pas forcément méchante. Et puis, encore une fois, c'est le moment où on redescend en pression. Donc, il faut aussi évacuer un petit peu. Oui, parce que, en fait, ça, je trouverais ça. Je ne sais pas si c'est évoqué avec j'imagine, les stagiaires ou les personnes qui viennent d'arriver. Moi, j'imagine rentrer dans un service tel que celui de Réa. J'aimerais bien qu'on me dise, OK, on va te parler parfois de manière un peu brute. Tu vas voir qu'il y a des interactions un peu directes, un peu brutes de pomme. Il ne faut pas le prendre pour soi. C'est vraiment dans l'objectif du soin ou pour le patient. C'est toujours dans cet objectif-là. Voilà. Oui, mais c'est ça. Après, il y a toujours des personnes qui sont désagréables de nature. Hein. Et là, par contre, il ne faut pas laisser passer. Bien Maintenant, c'est juste si toi, j'en sais rien, si tu es allé chercher quelque chose et que tu dois revenir rapidement, tu as deux personnes qui sont en train de discuter dans le couloir, qui sont en plein milieu, tu vois que tu arrives en urgence avec du matos plein les mains. Enfin, il voit que tu arrives en urgence avec du matos plein les mains. Excusez-moi, ça bouge pas. Au moment où tu arrives, excusez-moi, ça bouge pas. Dis, ça dégage, hein, poussez-vous quoi. En gros. Ah bah oui, c'était con, c'était le chef du service d'à côté. Des os, pas des os en fait. À un moment, il y a quelque chose de plus urgent que ta fierté. Oui, c'est ça. Et d'autant que, ça, je ne sais pas si c'est un truc qui a appris dans les cours de psycho-infirmier, mais gérer ses émotions, c'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup de ressources mentales. Donc, quand tu dois à la fois utiliser tes ressources mentales pour faire des soins, au niveau psychomoteur pour avoir le bon geste technique, et en plus que tu dois gérer tes émotions, c'est hyper énergivore. Donc, c'est très complexe. Donc, à un moment donné, c'est logique que ça sorte, pas forcément de la plus jolie des manières, mais qu'on puisse entendre que là, c'est sorti de manière peut-être un peu abrupte, mais ce n'est jamais contre la personne. Et c'est ça que je ne trouve pas toujours évident et qui mériterait des fois, mais ça c'est tout service confondu et toute entreprise confondue, de dire, là, quand je te fais un feedback, un retour, ce n'est pas sur ta personne, c'est sur un comportement ou une pratique ou une manière de faire. Ça ne remet pas en question qui tu es, ni ta valeur intrinsèque d'être humain. Il faut être capable de l'entendre, et pour être capable de l'entendre, ça veut dire qu'il faut être disponible déjà mentalement et être habitué justement à cette routine de débrief, être habitué à différents types de communication. Voilà. Mais question naïve, le fait d'être focus sur quelque chose, le fait de là, il faut que je fasse ça, voilà, je sais ce que j'ai à faire, tac, 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 j'en suis là, il faut que j'avance, il faut que je fasse ça, ça, ça. Moi, je trouve que ça aide énormément justement au niveau émotionnel, parce que pendant ce temps-là, globalement, je ne peux pas dire que j'ai pas d'émotion, mais pendant ce temps-là, je n'ai pas le temps de m'occuper de est-ce que je suis stressé, est-ce que j'ai peur, est-ce que machin. Non, vas-y, fais du taf, on verra après. Quoi. Oui, tu as une ligne de conduite à tenir, et là, je ne sais pas pourquoi je fais le parallèle, tu vois, moi, avec les astronautes carrément. Il y a beaucoup d'infirmiers de réa qui vont aimer ça. Alors, je vais te dire pourquoi, parce que j'ai entendu en interview. Alors, je ne
ne sais plus si c'était Thomas Pesquet, j'ai un doute, mais en tout cas, on se dit, non, c'était pas Thomas Pesquet, c'est un astronaute français dont j'ai perdu le nom, je ne sais plus lequel c'est, bon bref, et il t'expliquait qu'en gros, tu sais, le décollage d'une fusée, c'est hyper, enfin, tu joues ta vie, tu es clairement assis sur une bombe, on va le dire comme ça, et donc en termes de pression, ça peut être pas mal. Et il t'expliquait qu'en gros, ils ont tellement répété cette séquence, et puis après, il y a cette espèce de process à mettre en place que du coup, ça te permet de focaliser ton attention plus sur l'aspect technique que sur l'aspect émotionnel. Et en ça me fait penser à ça, cette idée-là, tu vois, effectivement, plus tu vas te focus sur le process, plus a priori, les émotions vont être un peu mises en arrière-plan. C'est marrant, je ne suis plus à jour du tout parce que à un moment, je suivais un petit peu la conquête spatiale. Et je sais qu'ils avaient, pendant un temps, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, complètement chanté le commandement au décollage par les astronautes. Pourquoi? Précisément parce qu'ils sont tellement sur le coup de l'émotion, il y a tellement physiquement de choses à vivre, émotionnellement de choses à vivre, qu'en gros, les gars, vous ne pouvez pas gérer en même temps le décollage. Donc, ils le faisaient du sol. Alors après, je ne sais pas de quoi il s'agit précisément. Ils ont forcément des manip à faire. Oui, bien sûr, mais c'est à quel point, vraiment, effectivement, la disponibilité mentale ne peut pas se répartir, enfin, on n'a pas le choix, en fait. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Ah ça oui, rend assez ça on violent. Oui, d'un point de vue neurosciences, c'est le cerveau le plus efficace quand il est en monotâche. Enfin, le multitâche, c'est une légende urbaine. On perd en efficacité. Et donc, si tu veux, c'est ça que je trouve intéressant à ce niveau-là. Après, j'imagine que tu vois, si d'autres psychologues nous écoutaient, ils diraient oui, mais le soin relationnel, c'est autre chose. Alors, en réel, c'est un peu différent quand même, très différent même, je pense. Plus avec les familles, mais ça dépend du critère qu'on a, hein, à partir du moment où, notamment pendant la période Covid, quand on voit qu'on va intuber quelqu'un, surtout à la première vague, intuber un patient, c'était très souvent signe de décès. Monsieur, on va devoir mettre un tube dans la bouche. Alors toi, pendant ce temps-là, tu es en train de faire tout ça. On va devoir mettre un tuyau dans la bouche pour vous aider à respirer. Est-ce que vous voulez passer un coup de fil à votre famille avant? Non, vous êtes sûr? Vous voulez pas passer un petit coup de fil avant? Vous êtes sûr? Putain, en même temps, tu es en train de tout préparer en même temps, en mode zen, peut-être Poker Face, c'était comme ça. Ça, je sais pas si c'est pas du relationnel, je sais pas ce que c'est. On est en train d'essayer de calmer la personne parce qu'une personne stressée va consommer plus d'oxygène. Si elle consomme plus d'oxygène, potentiellement, il faudra l'intuber. Si on l'intube, potentiellement, il y aura décès. Vraiment, le fait de rester pour discuter, pour machin, alors que tu as l'heure qui tourne, que tu sais que tu as tout à faire et ça. Ça, je trouve que c'est hyper dur et que c'est vraiment un point, un point à améliorer pour tout infirmier. Là, je le compare à même des soins, tu vois, des toilettes, des choses comme ça, où tu n'as pas beaucoup de temps. Tu dois mettre de la qualité, du relationnel, du technique, enfin, tu dois tout combiner à la fois avec soit un temps incompressible, soit toi, en l'occurrence, il y a le côté je dois gérer mes émotions, avoir la tête aussi dans les soins techniques. Enfin, c'est extrêmement complexe. Ouais. Ça, surtout pour les infirmières de salle, de médecine, qui font 15-20 patients. Ouais, 20 patients, ça fait, je sais plus, ça fait un truc, tu t'en occupes 6 ou 7 minutes, je crois, efficacement par jour. C'est naze. Enfin, c'est naze. Elles font pas un travail naze. C'est le système qui fait qu'elles n'ont que ça, en fait. Elles ne peuvent pas faire mieux que ça. Pour elles, ça va être dur, quoi. Et ça, j'avais le sentiment qu'en réa, je ne sais pas si c'est le bon terme, vous étiez mieux lotis en termes de nombre d'infirmiers par rapport au... Voilà, sur ce petit aspect. Hein, mais après... si, mais complètement. En fait, la réanimation, c'est le seul service où c'est légiféré. Le nombre de patients par infirmier est légiféré. Okay. Et techniquement, en fait, ça ne dépend comment tu veux le tourner, mais c'est 2 infirmiers pour 5 patients. Donc, dans les faits, on a 2 à 3 patients maximum à la fois. Voilà. Ouais, donc ça permet quand même de garder voilà. Pour tous ceux qui vont dire oui, bon, vous n'avez que 3 patients, c'est un peu facile, 3 patients seulement, comme nous, on en a 20. C'est vrai. Nous, des fois, on passe 3 heures dans la chambre d'un patient avant de commencer à envisager l'autre. C'est pas les mêmes soins. Et c'est là où je trouve que ça pourrait mériter d'un petit peu de moins de jugement par rapport, tu vois, de la solidarité. Bon, ça, c'est dans pas mal de métiers aussi, hein, mais tellement, je veux dire, en fait, on ne fait pas le même métier, donc c'est pas comparable, justement. Et quand bien même ce serait comparable, le but du jeu, c'est quoi? C'est tirer vers le bas ou tirer vers le haut? Tout à fait. On se rejoint. Et j'aimerais terminer avec une question qui n'est pas forcément évidente non plus, qui va peut-être plus revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le droit à l'erreur. Donc, très touchy comme question.
Je trouve que ça rejoignait pas mal le côté débriefing informel, je sais pas. Est-ce qu'on a le droit de faire des erreurs? Et comment les erreurs, elles sont perçues ou gérées ou managées ou vécues tant au niveau équipe que hiérarchie ou individuel? Effectivement, c'est touchy. Il y a erreur et erreur, en fait. Et Oui. il y a, il y a un gros problème d'ego aussi, je pense, dans les services d'urgence, de soins intensifs, de soins urgents. Pas partout, pas tout le monde, nanana. Mais globalement, l'erreur est mal vécue parce que c'est un échec qui peut avoir des conséquences graves. Donc déjà, individuellement, c'est mal vécu. Et puis, il y a le problème d'ego. Et il y a le problème de ah, j'étais moins bon, alors que le niveau du service, il est là, moi j'ai été là, alors que je m'envisage là dans 1 an, 2 ans, donc il faut que je travaille. Et puis, après, si ça va être une petite erreur, ou même si c'est une erreur due à un facteur extrinsèque, eh ben, ça, c'est mal vécu, mais bon, globalement, on va te laisser tranquille. Par contre, si tu fais une erreur grave, ah oui, là, tu vas prendre. Là, pour le coup, il va y avoir du débriefing. Alors, formel, de manière censée être qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas là pour dénoncer, qui n'est pas là pour maintenant, on sait que ça écrase bien quand même. Et donc ça, c'est vraiment le côté formel. Et du côté informel, ouais, tu prends des grosses réflexions et clairement, on sent que la confiance, elle a fait un grand pas en arrière. Il faut déjà avoir fait des bonnes erreurs pour. Je pense que le droit à l'erreur, Oui. Je te pose cette question de manière complètement intéressée, évidemment. C'est que il y a des études en psycho qui montrent que, notamment dans les services de soins médicaux, ce qui fait une bonne équipe, c'est justement ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Donc, c'est aussi le droit à l'erreur. C'est-à-dire, si tu sais que tu peux, enfin, l'idée, c'est pas de dire on a le droit de faire plein de bêtises, mais de dire, OK, si vous êtes planté quelque part à un moment donné, petite ou grosse, peu importe, même une petite erreur pourrait avoir des conséquences, j'imagine, là en cascade, dans le soin. Et on sait que s'il y a cette confiance-là de base, vous avez le droit d'exprimer vos erreurs, ben, en fait, ça permet d'améliorer la qualité des soins, etc. Et d'apprendre aussi. Parce que si cette erreur est arrivée, alors je ne sais pas si vous avez cette vision-là, mais dans d'autres structures, c'est qu'il y a un contexte qui a permis, entre guillemets, cette erreur. Je ne sais pas moi, le diagramme de, je ne sais plus. Toujours. mais... C'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Ah oui. Dans un infirmière magazine, il y a 1 mois, 2 mois. Je sais plus où je les ai rangés. Je suis en train de refaire la chambre, donc c'est pour ça que la bibliothèque est vide, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien de mur. Mais ouais, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Et justement, ils remettaient en avant. De toute façon, quand il y a une erreur, c'est ça. C'est on refait la cascade de. C'est pour ça que c'est censé être fait sans jugement. C'est parce que s'il y a eu l'erreur là, c'est parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont fait une connerie. Oui. Bon, après, quand c'est toi qui as fait une connerie, ça reste toi. Mais si tu le connais forcément, ce diagramme de. Bref, diagramme de Gruyère, qui sont appelés comme ça. En gros, il y a plusieurs murs les uns après les autres et chaque garde-fou doit être franchi pour pouvoir arriver au final à l'erreur. Effectivement, s'il y a une erreur, il faut revenir, tout dérouler à l'inverse. Il s'est passé ça. Ouais, mais pourquoi il s'est passé ça? Ouais, mais pourquoi tu étais installé comme ça? Pourquoi tu as eu tel produit? Pourquoi il y a eu telle dose? Ah, maintenant, ça veut dire qu'au niveau de formation, t'en es où? Qui t'a formé? Est-ce qu'au niveau formateur, ils sont bons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a supervisé ses formateurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a supervisé ta formation? Est-ce que peut-être que le fait d'avoir travaillé 4 nuits d'affilée dans ta semaine, ça se joue? La fatigue, hein. Gros facteur. Là, je pense Covid, tu vois. Covid, fatigue, pour les soignants, c'est obligé d'être moins attentif, pas forcément faire des erreurs. Mais le problème, c'est qu'au final, tu en reviendras à ça. Si tu as fait une erreur grave, tu as fait une erreur grave, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y en a pas mal qui arrêtent les soins intensifs rapidement. Et il y en a pas mal en post-Covid là qui ont arrêté aussi parce qu'à un moment, quand tu fais plein de choses à tâtons, parce que pendant la première vague de Covid, on ne savait pas trop comment faire. La prise en charge actuelle, elle n'a rien à voir avec ce qu'on faisait en premier truc. Tu te remets quand même vachement en question. Est-ce que j'ai tué des gens ou quoi? Oui, paye ta pression quand même. Mais pour revenir du coup à cette idée du droit à l'erreur, si tu veux, la problématique de pointer du doigt une personne, c'est qu'elle va se sentir évidemment jugée et
alors peut-être elle va apprendre un peu de ses erreurs, mais sur du long terme, c'est pas hyper top, quoi. Ça permet pas d'avoir une personne qui va être beaucoup plus efficace, etc. Et donc toi, j'entends que la solution, ou en tout cas pas la solution, mais une des approches, moi je le vois comme ça, c'est le côté vertical, ou de remonter un peu pour voir tout ce qui s'est passé. Moi, j'y vois aussi, d'un point de vue de la psychologie sociale, une approche un petit peu plus horizontale, c'est-à-dire se faire confiance, communiquer. Et donc, je ne sais pas, c'est une idée qui me vient comme ça, c'est que, imaginons un infirmier qui fait un soin, qui vient d'arriver, il n'est pas sûr de lui, il se dit, ah, c'est quoi qui m'a dit le médecin, c'était de mettre telle dose ou telle dose, comment on devait tenir, je sais pas moi, la seringue, je dis des bêtises, comme ça ou comme ça. Et tu n'oses pas demander à l'infirmier ou l'infirmière qui est là depuis super longtemps, parce que tu sais qu'elle va te répondre de manière abrupte et pas sympa. Tu vois, c'est aussi, pour moi, c'est aussi là où ça se joue, ce côté, l'ambiance de travail, la cohésion, l'entraide. Finalement, elle devrait être là de facto. Et alors, non pas avoir confiance tout de suite en la personne et la laisser faire le soin toute seule, mais l'encourager et en gros lui transmettre l'idée de t'es capable de. Toi aussi, tu es en train d'apprendre comme nous, on a appris il y a des années en arrière. Tu vois, ce côté-là qui j'ai l'impression, pourrait évoluer. Ouais. Ouais, bah, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, il faut checker. Non, mais à partir du moment où tu as un doute, tu vas faire une connerie. Ouais. Donc, ça, je ne cherche pas. Peut-être que ça va bien se passer, oui, mais non. C'est désagréable de se faire engueuler. Ok, hey, il existe des vidéos YouTube si tu veux te former. Non, mais prends 5 minutes. Ouais, c'est difficile de prendre 5 minutes. Bah, tu vas regarder, on a tous des PC, on a tous des smartphones. Tu regardes des recos, tu regardes des explications, tu vas sur le Vidal, tu vas sur machin. Ça prend moins de temps, c'est moins culpabilisant et c'est même plus rassurant pour toi, ça te met plus en confiance que de te dire j'ai passé ça. Ça passe, il est toujours vivant. Surtout que en fait, le problème, il n'est pas réglé puisque tu recommences dans 5 minutes après. Oui, donc l'idée, c'est quoi? C'est plus d'aller piocher, soit demander de l'aide à une personne plus Tu demandes. acquérie. C'est chiant, ouais. Voilà. T'as l'impression que ça te rabaisse? Non. Au pire, ça te rabaisse? Ok, mais tu as potentiellement sauvé quelqu'un. Et de toute façon, ça te permet, t'es tout nouveau? Super, ça te permet de communiquer avec ton équipe, avec ta nouvelle équipe. Après, c'est sûr que si tu demandes 4 fois la même chose dans la journée, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Mais globalement, soit il n'y a aucun problème à demander quand tu ne sais pas. Et par contre, il faut que tu taffes un petit peu de ton côté aussi. Mais il n'y a aucun problème à demander. On va te montrer, on va t'expliquer, on va te renseigner. Et d'un autre côté, si tu te fais envoyer bouler par quelqu'un, alors peut-être que c'était juste le mauvais moment pour la personne. Bon, ça arrive. Après, si c'est quelqu'un qui est complètement à côté de ses pompes, complètement désagréable, ça c'est autre chose. Ne te prive pas d'être désagréable avec. Hein. C'est à un moment juste respecte-toi, tu es en train de faire ton taf. Ne pas te laisser marcher sur les pieds, oui. Mais effectivement, donc moi je mets souvent en balance ce type de décision aussi, tu vois, c'est oui, mais j'ai peur parce que je vais me faire engueuler ou je vais déjà demander une fois. Tu as peur de demander la deuxième fois. Et alors? Alors moi je mets en balance. Je te donne ma stratégie, ma technique, c'est, mais tu me diras ce que tu en penses, c'est un peu comme toi quand même, c'est si je lui demande, qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être me faire engueuler, machin, etc. Ok. Si je ne lui demande pas et qu'il se passe quelque chose de négatif, donc le patient ne va peut-être pas forcément décéder, mais en tout cas, il peut y avoir des grosses conséquences assez importantes. Voilà. Qu'est-ce qui va me permettre d'assumer, quelle décision je dois prendre et est-ce que je vais pouvoir assumer ça? Donc, quand tu mets ça en balance, quand tu dis, OK, là, d'un côté, finalement, c'est la vie du patient qui se joue, de l'autre côté, c'est, je vais me faire engueuler, mais je vais retenir, je ne vais pas lui demander 3 fois, finalement, ça peut être intéressant, tu vois, de se le mettre comme ça, parce qu'on n'a pas envie d'y aller. On est tous fichus pareil. C'est ah non, j'ai pas envie de me faire engueuler, d'être mal vu. On va me donner moins de responsabilités. Je vais me retrouver à faire des soins que j'aime pas. J'en sais rien. Là, je mets tous les services confondus. Donc, la balance bénéfice-risque. C'est ça. Et là, c'est même pas en termes de bénéfice pour réfléchir en termes de conséquences négatives. C'est quelle est la conséquence négative si je le fais versus si je ne le fais pas. Et en fait, tu vois qu'il y a une des conséquences négatives qui est plus lourde que l'autre. Tu vois, finalement, c'est même pas le pour et le contre. C'est le contre et le contre plus plus. Si, je me retrouve assez, effectivement. C'est très, très vrai avec les étudiants, je trouve. Oui, bah oui. Parce que, oh là là, j'ai peur. Au service de réa, là, sur les réseaux, qu'on me demande, je voudrais faire de la réa, mais j'ose pas.
Bah, au contraire, profite. Attends, t'es Mhm. étudiant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire des erreurs? Mhm. Tant mieux, tu es là pour apprendre. Comme ça, si tu les fais en stage, il y aura quelqu'un derrière toi pour vérifier, il y aura quelqu'un derrière toi pour rattraper, pour arrêter au bon moment. Mhm. Ouais, tu vas devoir bosser, machin. Est-ce que c'est pas mieux de le faire à ce moment-là plutôt que de le faire en sortie de diplôme où tu es encore un peu Ouais. bancal au niveau connaissances et tout ça? Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Donc, osez, si vous êtes étudiant infirmier et que vous hésitez à faire un stage en réa, alors je ne sais pas s'ils peuvent venir dans ton service, mais Si, mais ça marche pour n'importe quel service de toute façon, hein. oui, c'est C'est vrai. pas qu'en réa. Ils ont envie. Hein. Je te remercie beaucoup, Louis, en tout cas pour toutes tes réponses hyper passionnantes. Eh ben, merci beaucoup. Merci de Oui, m'avoir invité. je pense qu'il y aurait plein de choses encore à dire. Et donc, pour les personnes qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais, je crois qu'on peut te retrouver déjà sur YouTube, donc Un Moment Blanc. Sur Instagram aussi, Exactement. tu Un partages amant pas blanc mal. aussi, ouais, tout à Ouais. fait. Où c'est un petit peu plus léger, c'est plus de l'apprentissage ludique par des quiz, des mini-jeux et des choses comme ça. D'accord. Et Ok. un peu plus perso aussi. Mais voilà, vous êtes les bienvenus. De toute façon, pour échanger aussi si vous avez des questions. Donc, tu réponds sur Instagram dans les Ouais, commentaires, les messages privés. ouais, exactement. Cool. Ben, je mettrai toutes les infos en description de l'épisode. Et donc, je te remercie encore et puis je te dis à la prochaine. Avec grand plaisir. Au revoir. Et voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. En tout cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. Ce sera une façon de me dire que tu soutiens mon podcast et aussi, bien évidemment, tu peux le partager, en parler autour de toi si tu as envie de le faire découvrir à d'autres personnes. En tout cas, moi j'ai adoré échanger avec Louis, c'était vraiment hyper passionnant. Je crois qu'on a dû discuter encore une bonne heure après la fin de l'enregistrement. Donc je te remercie encore Louis, si tu nous écoutes, c'était vraiment hyper riche. C'est tout pour moi, alors je te dis à très bientôt.